Nous sommes à notre 4e vidéo. Nous avons vu les besoins primaires, donc la relation postnatale, les besoins secondaires, et nous avons vu que notre mental se construit sur cette division, en fait, entre la satisfaction des besoins et la frustration des besoins. Donc dans ces deux parties va se jouer la construction de la personnalité, entre guillemets, de l'individu. Parce que nous avons vu que cette personnalité se construisait autour de ce que nous avons défini une identité chimérique, c'est-à-dire une identité qui va totalement ou en grande partie dépendre de la relation avec l'extérieur, et c'est l'extérieur qui va en quelque sorte fournir les éléments de construction de cette identité à travers les relations. Nous avons vu que cette identité chimérique était portée vers l'utilisation de l'extérieur, puisque sans cet extérieur, elle ne peut pas se construire et elle ne peut pas se confirmer dans son intériorité. Et donc, grâce à cet extérieur, eh bien, je vais pouvoir recevoir des informations qui vont me permettre, si possible, de me sentir bien dans ma vie. Nous avons vu à quel point cette construction est dépendante justement de cet extérieur et à quel point on pouvait construire une prison autour de nous-mêmes sans même s'en rendre compte, puisque une fois construit cette identité chimérique, nous avons toute une sorte d'automatisme de réaction et de comportement et de sensations qui vont être catégorisées, de telle sorte à ce qu'on se trouve vraiment enfermé dans, je pourrais dire, une façon de faire, une façon de vivre, une façon de percevoir la réalité qui a été complètement construite par rapport à cet extérieur. On pourrait dire que tout ça, eh bien, c'est l'acquis culturel qui émerge en fait du milieu familial dans lequel on a évolué, et on verra plus tard en détail ce qu'est le mandat familial de l'individu et à quel point nous en avons besoin d'une part, et d'autre part, si nous n'arrivons pas à nous distancier donc de ce mandat familial, eh bien, on va être complètement prisonnier, et dans ce cas-là, eh bien, la souffrance va augmenter, etc. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, et j'espère que suite à la précédente vidéo, vous avez pu déjà faire quelques exercices de respiration, ce qui est très important, je vous l'avais dit, pour pouvoir se recentrer par rapport au moment présent et commencer déjà à percevoir que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas nos sensations et que nous pouvons exister au-delà justement de ces pensées et de ces sensations. Et donc créer déjà un début de désidentification avec ces phénomènes qui sont des phénomènes passagers, qui sont en nous et qui s'activent justement en fonction des signifiants que nous avons construits. Et nous avons parlé aussi des signifiants. Nous avons vu que les signifiants, ce sont vraiment ces stimuli qui vont être capables d'activer tous les processus internes. Et c'est donc l'attribution d'un signifiant à une situation qui fait que je vais être triste, ou je vais être joyeux, ou déçu, ou enthousiaste, etc. Donc, nous avons vu que cette identité chimérique, pour pouvoir se maintenir en place, elle va utiliser deux stratégies, l'association et la dissociation. L'association étant la recherche de situations, objets ou personnes qui vont me donner la satisfaction des besoins, la dissociation étant ce processus que j'utilise en essayant de produire de la souffrance chez l'autre, de sorte à me libérer en quelque sorte de façon évidemment imaginaire de cette souffrance que je porte au fond de moi. Et c'est ainsi que l'individu va se sentir bien s'il va, par exemple, faire souffrir l'autre dans un sens de culpabilité, ou à travers du cynisme, ou à travers la menace d'exclusion, le jugement, etc. etc. Bien aujourd'hui, donc, comme je vous l'avais préannoncé, nous allons faire ce passage, c'est-à-dire cette transition entre cette identité chimérique, encore ce faux soi, et le vrai soi. Alors, comment se définit le vrai soi ? Bien, le vrai soi, il se définit évidemment au-delà de tout ce que nous avons vu. Alors, la première chose à considérer, c'est que, alors que le faux soi est scindé en deux, c'est-à-dire que nous avons ces deux parties, la satisfaction là, et la frustration des besoins qui vont nous faire qu'on a une vision du monde qui est séparée en deux, eh bien, au niveau du vrai soi, tout ça va être unifié et
la scission, c'est fini, c'est terminé, il y a l'intégration, il y a vraiment la définition de ce que Jung avait défini comme l'individuation, lorsque vraiment nous arrivons à une unité entre ces deux parties, et nous allons voir comment on peut arriver à cette unité. Donc vous vous souvenez, nous avons 4 besoins secondaires, c'est-à-dire les besoins affectifs, les besoins existentiels, les besoins donc relationnels, c'est-à-dire les besoins de socialisation, et les besoins d'assurance, c'est-à-dire d'être rassuré par rapport à ce que l'on vit. Donc dans cette classification, à travers ces 4 niveaux, nous avons dit que l'individu va chercher la réponse à l'extérieur. Eh bien, lorsqu'on passe au niveau du vrai soi, c'est terminé, on ne va plus chercher la réponse à l'extérieur, mais on va la produire de l'intérieur. C'est-à-dire que les mêmes centres du plaisir qui sont activés grâce à l'identification d'une situation potentiellement satisfaisante pour nous, eh bien, ces mêmes centres du plaisir vont être activés en permanence de l'intérieur. Comment? En accédant à 4 états fondamentaux qui vont répondre de l'intérieur à tous les besoins qui vont être exprimés par l'individu au niveau de ces 4 R, affectif, existentiel, socialisation et assurance. Alors, quels sont ces 4 états intérieurs? Alors déjà, il faut distinguer une chose, c'est que lorsque je parle d'état intérieur, ce n'est absolument pas des états émotifs. L'émotion va être produite grâce à un stimuli qui arrive soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. C'est-à-dire, je vis une situation que je vais catégoriser très positive, et donc je vais me sentir bien dans cette situation. Mais je peux être très bien tranquille chez moi, repenser à une situation passée, et à travers le fait de réactiver des souvenirs, je vais obtenir la même chose. C'est-à-dire, je vais passer d'un état peut-être de mélancolie ou de tristesse, je pense à une situation qui m'a rendu joyeux, immédiatement je vais sortir de cet état de mélancolie et de tristesse à travers l'évocation de ces souvenirs et donc de tout ce que j'ai vécu dans ces situations. Donc vous voyez, il y a soit la production d'un stimuli extérieur, soit une production interne, mais elle est de toute façon liée à un événement qui a eu lieu dans le passé et qui a été provoqué par l'extérieur. Et bien là, on va changer complètement de répertoire. On va changer de répertoire parce qu'on va toucher donc ces 4 niveaux qu'on va définir des ressources. Le premier étant l'amour inconditionnel. Alors cet état intérieur d'amour inconditionnel, c'est l'amour que l'individu peut développer par rapport à lui-même. Alors vous allez me dire, ce sont des mots, mais vous allez voir, je vais vous aider à ressentir ces états intérieurs, ce qui va vous permettre d'activer en fait des circuits neuronaux que nous n'avons pas l'habitude d'activer. Ça ne veut pas dire que nous ne les avons pas, ça veut dire simplement que c'est comme une gymnastique, on a besoin de les activer pour que ces états se développent et qu'ils deviennent en fait, je vous l'avais dit dans la première vidéo, un art de vivre. Donc le premier est l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? C'est donc cet état qui permet à l'individu de sentir l'amour profond qu'il a par rapport à lui-même. Il est à distinguer de l'affect que va ressentir la personne lorsqu'elle se sent aimée, parce qu'à la différence de l'affect ou, si on veut, de l'affection que je vais recevoir par l'extérieur, cet amour inconditionnel, il est donc sans condition, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépendre d'une condition extérieure. Cet amour inconditionnel est donc propre à l'individu, et il va pouvoir l'exprimer indépendamment des situations dans lesquelles il se trouve. Au contraire d'une émotion qui va être complètement soumise à la situation que je vis, l'amour inconditionnel, je peux le produire à chaque instant. Donc cet état d'amour inconditionnel va me permettre d'être dans un état intérieur d'amour, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'à chaque instant de ma vie, je peux être en contact avec cet état et exprimer de l'amour, même là où un extérieur n'exprime pas de l'amour ou exprime de la haine ou autre chose.
Donc cet état intérieur d'amour inconditionnel va me permettre d'activer en permanence la réponse intérieure à ce besoin affectif, qui est, comme je vous l'ai dit, transversal à l'humanité. Donc le premier va être cet amour inconditionnel. Alors, il est évident que, alors que l'affectif, on va le recevoir en fonction du bon vouloir de l'extérieur, hein, je reçois l'affection parce que je me suis comporté d'une telle et telle façon, ou moi-même je vais donner de l'affection parce que la personne, bien je pense qu'elle mérite de recevoir mon affection, ou on confond les deux en fait, mon amour en fait. En fait, lorsque vous êtes dans cet état d'amour inconditionnel, la personne qui est devant vous n'a pas à mériter cet amour. C'est-à-dire que vous allez lui exprimer indépendamment de ce qu'elle va faire. Hein. C'est ainsi que lorsque vraiment vous avez aimé quelqu'un, je vais dire une seconde, vous l'aimerez pour toujours. Pourquoi ? Parce que le fait d'être justement dans cet amour par rapport à cette personne ne va pas dépendre de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit ou ne dit pas, de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas, mais ça va dépendre justement de votre capacité à maintenir le contact avec cet état d'amour inconditionnel devant cette personne. Donc voilà, le premier c'est l'amour inconditionnel. Le deuxième, ça va être l'humilité. Alors, à ne pas confondre avec la modestie. L'humilité, c'est vraiment la conscience de sa place dans sa vie. C'est la conscience de mon existence qui me permet d'exprimer l'humilité. Donc, lorsque l'individu touche cette ressource d'humilité, il n'a plus besoin de justifier son existence. Donc, il n'a plus besoin de démontrer qu'il existe. Et donc, il sort de cette espèce d'échelle de valeur dans laquelle il est méprisé par celui qui est au-dessus et il méprise celui qui est en dessous de lui. Et donc, cette espèce de compétition permanente dans laquelle je dois démontrer que j'ai raison, que j'existe, que je vaux mieux que l'autre, etc. On sort complètement de cette échelle et on ressent sa place dans sa vie. Et donc, on n'a plus besoin de justifier, de démontrer quoi que ce soit. On existe et on le sent profondément. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui nie cette existence, vous êtes tellement en contact avec votre existence que bien, vous n'allez pas donner crédit à ce qui vous arrive. C'est-à-dire au stimuli que vous envoie cette personne. Lorsque vous êtes vraiment dans cette humilité, eh bien, devant le mépris que peut exprimer l'extérieur par rapport à moi, eh bien, je sens ma place, je suis à ma place, et j'allais dire ce mépris, eh bien, ça va glisser sur moi, hein, c'est une image que je vous donne, mais je ne vais pas rentrer, si vous voulez, dans ce jeu, et donc, par là même, je ne vais pas me sentir inférieur, ou je ne vais pas me sentir avec une valeur donc inférieure, ou pas à la hauteur de la situation, etc. Donc, le deuxième, c'est l'humilité. Le troisième, la troisième ressource, qui va répondre donc aux besoins de socialisation, c'est développer la foi en soi-même, c'est-à-dire la confiance profonde en soi. Lorsque l'individu touche cet état intérieur, il va sortir de ses schémas, il va sortir de ses besoins d'exister à travers une image sociale, à travers des schémas, soit des schémas idéalistes qu'il a construits, hein, il faut être comme ceci, comme cela, se comporter comme ceci, comme cela. Et donc, on a vu que le fou soi va construire des schémas pour tout, hein, pour une situation familiale, pour une situation professionnelle, une façon de se comporter dans la vie, etc., sur un plan social, pour avoir le maximum de retour d'image. Et bien là, on va au-delà de tout ça, et on trouve le contact avec notre identité profonde. À ce moment-là, de par cette identité profonde, l'individu devient conscient de son unicité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un individu unique. Tel que vous êtes, la personne que vous êtes, avant vous, elle n'a pas existé, après vous, elle n'existera plus. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un événement unique dans l'histoire de l'univers. Et là est sa vraie valeur, en fait. Cet état d'unicité qui le rend
incommensurablement riche, hein, rare, cette rareté de l'individu en fait. Et c'est là où nous devons nous concentrer. Pourquoi ? Bien parce que, en fait, c'est au niveau de la conscience de cette unicité que nous pouvons apporter vraiment le meilleur de nous-mêmes. Alors si vous observez les identités chimériques, elles existent uniquement à travers l'identification par rapport à l'extérieur, donc par rapport au comportement des autres. Et on suit les modes, et on suit les uns, et on suit les autres, et on s'identifie à un courant artistique, et on s'identifie à une équipe de foot, et on s'identifie à une valeur familiale, et on s'identifie à plein de choses comme ça, qui sont en fait des reflets de l'extérieur que nous allons engranger, avec lesquels nous allons essayer de nous mettre en affinité quelque part, parce que nous avons pensé à un moment donné que notre identité pouvait être définie par ces valeurs-là. Eh bien non, notre identité en réalité, elle est définie par cette conscience que nous avons de cette profondeur de notre unité. Donc c'est vraiment cette conscience de soi au plus haut niveau, indépendamment de tout ce qui a été construit autour de nous, de tout ce dont nous avons eu besoin pour nous identifier, en fait toujours avec quelque chose d'extérieur. C'est enlever tout ça et il reste un noyau central qui est notre identité profonde. Eh bien, avoir la foi en soi, c'est être simplement en contact avec cette identité profonde que nul ne peut contester. Voilà. Rien ni personne ne peut contester cette identité profonde. Eh bien, lorsque vous avez conscience de cette identité profonde, à ce moment-là, eh bien, tous les jugements qui peuvent venir de l'extérieur, on peut les considérer, mais ils ne vont plus être déstabilisants. Alors que si j'ai besoin d'être jugé d'une façon positive par l'extérieur et que ce jugement positif n'arrive pas, bien évidemment, je vais dans la frustration et je m'écroule. Ça, c'est toujours pour faire cette différence entre le vrai soi et le faux soi. Donc, je reprends. Le premier, ça va être l'amour inconditionnel. Le deuxième, c'est l'humilité. Le troisième, c'est la foi en soi. Ça ne veut pas dire croire en quelque chose, ça veut dire vraiment sentir soi-même au plus profond de soi. Et le quatrième, eh bien, ça va être l'allégresse. Qu'est-ce que l'allégresse ? Eh bien, dans l'éthique des relations humaines, l'allégresse est définie comme une joie de vivre profonde. Dire lorsque j'ai atteint ce niveau de plénitude d'amour, ce niveau d'humilité dans lequel je n'ai plus à justifier ce que je fais dans ma vie et ma place, lorsque j'ai la foi en moi, j'ai cette plénitude qui m'amène à ressentir profondément cette joie de vivre, qui va me permettre en fait à chaque instant de sentir vraiment la joie d'être simplement au milieu de ces situations de vie et pouvoir apporter le meilleur de moi-même dans chaque situation de vie. Et donc cette allégresse est à distinguer de la joie, puisque la joie va être une explosion, j'allais dire, passagère. C'est-à-dire, je suis joyeux parce que quelque chose s'est produit. Eh bien là, non. L'allégresse, c'est vraiment un état que je vais ressentir et que je vais porter avec moi et manifester à chaque instant de ma vie, simplement parce que je suis conscient de la vie qu'il y a en moi. C'est vraiment la conscience profonde de sa vie. Donc cette allégresse, bien, c'est ce qui va me permettre, par rapport aux besoins d'assurance, de répondre de l'intérieur. Donc cette allégresse va faire que tous les systèmes de peur, de crainte, d'angoisse, etc., vont être en quelque sorte inhibés par cette force intérieure d'allégresse qui va inonder en fait tous les systèmes et les inhiber, à commencer par l'amygdale, et donc tous les systèmes en cascade qui vont dépendre donc des systèmes, on va le voir plus avant, c'est un petit peu technique, mais je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est important pour comprendre justement les phénomènes d'anxiété. Eh bien, l'allégresse va nous permettre de court-circuiter tous ces processus. Voilà. Donc la transition va se faire à travers ce passage, cette rencontre intérieure avec ces quatre états. L'amour,
l'humilité, la foi et l'allégresse. Et bien, une fois que nous avons développé l'amour, l'humilité, la foi, l'allégresse, et donc que nous avons pris conscience que nous n'avons plus besoin de l'identité chimérique parce que nous allons passer à un autre niveau intérieur, c'est-à-dire on va continuer de construire une partie de nous-mêmes qui est le vrai soi, qui petit à petit va prendre une place plus importante dans notre vie, c'est-à-dire que nous allons vivre en fonction non plus d'un faux soi mais d'un vrai soi. À ce moment-là, le faux soi, bien petit à petit, ne va plus être utilisé. C'est-à-dire que si au départ, bien, je vais être dans cet état d'amour inconditionnel, on va dire 1 heure par jour, ensuite ça va être 24 heures sur 24. Je vais être dans l'amour par rapport à moi-même, et en étant dans l'amour par rapport à moi-même, je vais être dans l'amour par rapport à tout ce qui est autour de moi, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont autour de moi, et j'allais dire même les personnes qui, comme on l'a vu, vont utiliser la dissociation. C'est-à-dire que je peux très bien regarder avec amour la personne qui me méprise. Et là va être ma force. Et c'est vraiment changer complètement de niveau. Alors pourquoi on arrive, je parle de changement de niveau, parce que, en fait, ce que nous avons vu, c'est que l'identité chimérique était en référence à tout le système, j'allais dire, émotif, et le système pulsionnel que nous avons vu des besoins primaires. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous exprimer sur un plan anatomique comment tout ça se déroule et comment, justement, ce changement, sur un plan même physiologique et anatomique, va constituer, va se cristalliser au niveau du cerveau. Et donc, plus je vais être dans l'amour, plus je vais pouvoir, j'allais dire, maintenir ce contact avec cet amour dans n'importe quelle situation. Plus je vais être dans l'humilité, plus je vais maintenir cette humilité dans n'importe quelle situation, etc., etc., dans la foi et dans l'allégresse pour chaque situation que je vais rencontrer. Et lorsque nous avons développé ces 4 piliers, en fait ces 4 ressources qui sont absolument essentielles pour définir un vrai soi, eh bien nous allons avoir accès à une 5e dimension qui est la dimension de la compassion. La compassion, ça va être en quelque sorte la synthèse de l'amour, de l'humilité, de la foi, de l'allégresse. Cette compassion va me permettre, au-delà du fait d'exprimer cet état de plénitude intérieure, d'accueillir complètement la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que j'aurai tellement d'amour, tellement d'humilité, de foi, d'allégresse, que je vais pouvoir accueillir ce psychologique que l'extérieur va pouvoir m'apporter. Et donc, dans n'importe quelle situation, je vais pouvoir rester moi-même, accueillir et transformer cette souffrance qui m'arrive de l'extérieur sans succomber dans cette souffrance comme le ferait le faux soi, l'identité chimérique. Voilà, donc la transition va se faire à travers déjà la perception de ce que peut être cet amour inconditionnel, cette humilité, cette foi et cette allégresse. Pour cela, il y a évidemment une technique, il y a des exercices à faire. Donc pour l'instant, nous allons nous arrêter là. Je vous ai donné les 4 niveaux. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer sur un plan anatomique vraiment ce qui se passe et comment nous pouvons donc accéder simplement à ces niveaux-là, à travers la technique, et surtout à travers le fait déjà d'avoir conscience de notre position intérieure par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, et donc de permettre de faire ce switch, en fait, entre le faux soi et le vrai soi. En attendant, ce que nous pouvons faire, c'est continuer le travail que je vous avais demandé de faire, c'est-à-dire ce travail de respiration. Et je vais mettre en ligne aussi une méditation, c'est-à-dire un exercice de méditation, de concentration sur soi,
que je vous invite à faire, que j'invite à télécharger et à faire au moins. Alors l'idéal serait de le faire une fois par jour. Si vous n'arrivez pas à le faire une fois par jour, eh bien faites-le une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. L'important c'est déjà d'essayer de le faire pour vous mettre en contact avec ces ressources et commencer déjà à développer, si vous voulez, cette écoute par rapport à ces 4 états d'amour, d'humilité, de foi et d'allégresse. Alors encore une fois, je vous remercie pour votre écoute. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler donc sur un plan anatomique pour comprendre bien en profondeur ce que nous faisons en fait et que ce n'est pas du monde de l'imagination ou je ne sais quoi. Hein. Ça a vraiment une assise, si vous voulez, sur notre physiologie et j'allais dire vraiment sur la structure de notre cerveau parce que nous avons aujourd'hui le résultat de recherches qui prouvent que dans cet état de méditation et dans cet état notamment de compassion, eh bien, il y a une modification de certaines zones du cerveau qui font que l'individu va percevoir sa vie, sa réalité, dans une plénitude et une sérénité majeure. Hein. À cela, je vous invite déjà à retrouver sur le web, vous avez des vidéos de Matthieu Ricard, qui est l'homme le plus heureux du monde, et dans beaucoup de vidéos, il vous explique comment cette compassion, comment cet altruisme, on va le voir pourquoi après ça devient un altruisme, eh bien, fait en sorte à ce que nous soyons plus heureux dans notre vie et que nous ayons en tout cas la perception de cette plénitude. Voilà, je vous remercie et donc à la prochaine vidéo.